Merci Marc. Alors effectivement, dans l'invitation, il y avait marqué Open Innovation, perspective après 10 ans de pratique dans un monde digital. En fait, en préparant ma petite intervention, je me suis dit Open Innovation, ça fait un petit peu année 2000. Donc j'ai intitulé ma présentation Innovation Intelligence, qui se trouve être aussi le titre du livre qu'on vient de sortir, fraîchement paru sur Amazon il y a 2 jours, et dont vous avez pu voir une petite pile là derrière à l'entrée. Alors effectivement, c'est un livre sur lequel on a travaillé avec mon co-auteur Jacques Schmitt depuis un petit peu plus d'1 an. On a eu l'occasion d'interviewer une 50aine de personnalités du monde de l'innovation, de la R&D, du marketing dans des grandes boîtes internationales. Donc c'était un exercice qui était extrêmement intéressant pour nous, qui nous a énormément inspirés. J'espère que le livre sera à la hauteur des personnes qui nous ont donné un petit peu de leur temps. En plus, on a eu la chance d'avoir deux préfaceurs prestigieux, donc Marc Giget, qui est notre hôte ce soir, et puis que vous connaissez tous, et puis un second préfaceur qui est Jean-François Minster, qui est le directeur scientifique de Total, et qui est une direction scientifique que je trouve intéressante, et ça n'engage que moi, parce qu'elle a tendance à évoluer vers plutôt ce qu'on appellerait aujourd'hui une direction innovation. Voilà, donc je vais essayer de passer en revue ce dont on traite dans le livre, à savoir les grandes tendances récentes qui forcent les grandes organisations à revoir la façon dont elles gèrent l'innovation, et puis qu'est-ce qu'elles ont mis en place. Donc je vais essayer de résumer ça en une 30aine de minutes, en espérant que ce sera toujours compréhensible malgré le temps assez réduit. Avant de rentrer dans le vif du sujet, simplement quelques mots sur moi-même et la société que j'ai fondée il y a quelques années. Je ne suis pas là avec cette casquette aujourd'hui. Donc j'ai un background en physique, je suis physicien à la base. Ça fait presque une 15aine d'années que je baigne dans le monde de l'innovation technologique. Et j'ai monté cette boîte, Présence, en 2008. À l'époque, j'étais chercheur dans le centre de recherche de l'École Polytechnique. Et aujourd'hui, on est une petite vingtaine de personnes. Et on a un réseau mondial d'experts scientifiques et techniques, plus de 3 millions d'experts en fait. Et notre promesse, c'est qu'on est capable de mobiliser et d'animer des équipes d'experts éphémères pour des projets très courts, des projets de micro-consulting, on peut dire, pour apporter des orientations à nos clients qui sont des grands groupes industriels sur des problématiques d'innovation. Voilà, c'est tout ce que je dirais sur Présence. Alors, je vais commencer par un petit sondage. Qui parmi vous connaît la société Parrot ? Très bien. Donc, un grand nombre de personnes. Je pense que si j'avais posé la question il y a 5 ans, beaucoup moins de mains se seraient levées. Alors Parrot, on cherchait un flagship, un business case assez intéressant pour démarrer le livre. Et c'est une boîte qui est vachement intéressante et qui, d'une certaine manière, nous rappelle un petit peu le cas d'Apple quand ils ont lancé l'iPod il y a une 15aine d'années. Parce que Parrot, autour de 2005-2007, n'était pas énormément connu du grand public. Ils étaient leaders sur les kits main libre pour les téléphones dans l'automobile. Et puis un beau jour, ils avaient pas mal de cash et ils ont décidé de se diversifier. Et pour se diversifier, ils sont passés des kits main libres pour le téléphone dans la bagnole à « je vais faire des drones que tout le monde va pouvoir piloter ». Et donc ça, c'est quand même un petit pas de côté qui est a priori pas tout à fait évident. On a un peu du mal à voir la connexion. Et pourtant, Parrot a eu un succès absolument énorme. Aujourd'hui, les drones représentent plus de 50% de leur chiffre d'affaires et ils continuent de se développer énormément dans ce secteur. Et une des raisons pour lesquelles ça a bien fonctionné, déjà, on a un patron de Parrot, Henri Sédou, qui fait partie des gens qui m'ont donné un petit peu de leur temps pour préparer cette étude, ce business case. Et Henri Sédou était complètement impliqué dans l'innovation, dans cette innovation de rupture. Il avait vraiment les mains dans le cambouis. Et une des autres raisons pour lesquelles ça a extrêmement bien fonctionné, c'est que Parrot est allé chercher tout un tas de briques
à l'extérieur de l'entreprise. Alors, bricks au sens général, c'est des talents. Sur le slide d'avant, il y avait marqué qu'ils étaient allés chercher un geek dans son garage. C'est véridique. Ils sont allés chercher un petit jeune qui était en école d'ingénieur et qui bricolait depuis qu'il avait 16 ans des drones dans son garage et qui a développé des design d'hélices, des algorithmes de stabilisation, etc. Et donc, il les a énormément aidés pour avoir un time to market le plus court possible. Ils sont allés chercher des technologies dans divers secteurs industriels. Et ça, ils l'ont fait très, très vite. Au moment où ils ont décidé de faire des drones, c'était en 2007, et en 2010, ils lançaient le produit sur un marché qui était complètement nouveau pour eux. Donc, véritable succès. Et ce cas un peu emblématique, ça nous a fait nous poser la question, ça marche dans une boîte qui est de taille relativement modeste, on parle de quelques centaines de personnes. Est-ce que ça, c'est transposable, l'innovation de rupture comme ça? Est-ce que c'est transposable? Et si oui, comment ça marche dans des grands groupes? Et si oui, à quelle vitesse? Voilà, donc ça va me mener à ma première grande partie qui va traiter quelles sont les 3 grandes tendances qui aujourd'hui forcent les entreprises à revoir la façon dont elles gèrent l'innovation. Alors, ce que je raconte, c'est énormément simplifié. Parmi les entreprises qu'on a interviewées, il y a différents secteurs, il y a différentes cultures, etc., différents degrés de maturité. Ceci étant, il y a un certain nombre de tendances qu'on a pu identifier. Et là, je vais parler de 3 d'entre elles qui me paraissent vraiment marquantes. La première tendance à avoir avec les connaissances. Alors, les connaissances, c'est le fuel de l'innovation. Ça, c'est des choses dont Marc vous a déjà parlé à de nombreuses reprises lors des mardis de l'innovation. Sur le graphe, on représente le nombre de publications scientifiques et le nombre de brevets qui sont publiés par an en fonction du temps. Alors la chose intéressante qu'on peut voir, c'est que ce nombre de publications suit une croissance qui est plus qu'exponentielle. Aujourd'hui, on parle de 5 millions de publications scientifiques par an, 1 million de brevets. Donc c'est des chiffres qui sont absolument énormes. Et ça grossit de plus en plus et de plus en plus vite. Deuxième graphique qui me paraît encore plus intéressant, surtout quand on le compare au premier. Alors il est un petit peu plus difficile à lire, je vais essayer de le décrire. On est en train de regarder les investissements en R&D aux États-Unis pour différentes dates. Alors, la taille du camembert représente les investissements totaux. Donc, on peut voir une première tendance, c'est déjà que ces investissements grossissent. Ça a presque doublé en 20 ans. Et la tendance continue. Je n'ai pas les chiffres les plus récents, mais la tendance continue. La chose la plus intéressante qui est visible sur ce diagramme, c'est que si on regarde il y a 20 ans, la majorité des investissements étaient faits par des entreprises de taille très importante. Enfin, on va dire des structures de taille très importante, des grosses universités, grosses entreprises. Alors que si on regarde les graphiques qui se rapprochent de notre époque, les investissements sont majoritairement faits par des structures de petite et de moyenne taille. Alors ça, qu'est-ce que ça veut dire? C'est le résumé de la première tendance. Ça veut dire qu'on est passé d'un monde où les connaissances étaient quelque chose qui était relativement rare, qui était dans les mains de relativement gros acteurs, à un monde où les connaissances sont devenues une commodité, et elles sont dans les mains d'une multitude d'acteurs, et en particulier d'acteurs de petite et de moyenne taille. Et ça implique beaucoup de choses en termes de gestion d'innovation. Aujourd'hui, il est moins cher, moins risqué, mais surtout, c'est beaucoup plus rapide d'aller chercher les brilles de connaissances dont on a besoin pour innover. On parle d'open innovation. Donc ça, c'est la première tendance un peu marquante. La deuxième, alors je vais faire une petite devinette qui m'a été inspirée par des discussions que j'ai eues avec mes amis d'SKF qui sont quelque part dans la salle, et puis des discussions que j'ai eues avec Yann Barbeau, que j'avais invité ce soir, mais qui a malheureusement dû annuler. Yann Barbeau, qui est le directeur innovation d'Airbus. Alors, ma petite devinette, c'est quelle est la différence entre des roulements à billes et un Airbus A320? Tout le monde dort déjà? Personne n'a la réponse. La taille, oui. Alors, il y a effectivement la taille. Alors, la boutade, c'est qu'en fait, il n'y a pas de différence. Les deux produits sont devenus des produits de commodité quand les Chinois sont rentrés sur le marché. Et alors, moi, quand on prend un roulement à billes, on a l'impression, vu de l'extérieur, je m'excuse pour les gens d'SKF, ça n'a pas l'air quelque chose de très très compliqué, et on peut imaginer que ça peut se faire commoditiser.
En revanche, un truc aussi complexe qu'un avion, on se dit, mais diantre, comment est-ce que ça peut être commoditisé? Et toutes les personnes qu'on a interviewées, quasiment sans exception, nous ont dit, nous, notre crainte, c'est que notre produit, demain, devienne une commodité. Alors moi, j'étais un peu surpris, je ne m'attendais pas forcément à ça. Et je me suis dit, chouette, on tient un truc intéressant pour le bouquin. Et il se trouve qu'en discutant de ça avec les gens d'SKF, on m'a dit, mais Albert, c'est très bien ce que tu es en train de nous dire, mais tu es en train de réinventer un truc qui est un petit peu vieux, qui s'appelle le modèle de Kano. Alors, qui connaît le modèle de Kano? Bon, il y a 5-6 mains qui se lèvent dans la salle. Alors, pour les personnes qui sont aussi incultes que je l'étais, je vais expliquer ce que c'est. Alors, le professeur Kano, c'est un japonais qui a théorisé cette histoire de commoditisation il y a une trentaine d'années. Alors, qu'est-ce qu'on regarde là? Sur l'axe vertical, on a la satisfaction du client, de l'utilisateur. En bas, il n'est pas content. En haut, il est très content. Sur l'abscisse, on regarde le niveau d'implémentation d'une fonctionnalité dans un produit ou dans un service. Sur ma droite, donc à gauche, la fonctionnalité est manquante, et de ce côté-là, elle est bien implémentée. Et dans un produit ou dans un service, il y a différents types de fonctionnalités. Premier type de fonctionnalité sont les fonctionnalités dites de commodité, ou alors de must-have en anglais. Alors les commodités, c'est par exemple, si je prends un exemple dans l'avion, c'est le papier toilette dans les toilettes de l'avion. Si cette fonctionnalité manque, vous êtes très très mécontent. Si elle est dans l'avion ou ailleurs d'ailleurs. Si elle est présente, vous êtes satisfait. En revanche, s'il y a 10 rouleaux de papier toilette, vous n'êtes pas particulièrement plus content. Et donc il y a un phénomène, sauf pour les collectionneurs, il y a un phénomène de saturation du niveau de satisfaction du consommateur en fonction du niveau d'implémentation de la fonctionnalité. Ensuite, on a les fonctionnalités dites de performance. Alors, performance, plus il y en a, plus vous êtes content. Exemple, en restant dans l'avion, ça va être la consommation. Consommation en fuel. Alors là, plus ça consomme, plus vous êtes mécontent, parce que ça a tendance à vider votre portefeuille. Et moins ça consomme, moins votre portefeuille se vide vite, et plus vous êtes content. Ensuite, il y a les fonctionnalités dites d'excitement. Qui vont avoir avec l'innovation de rupture, le wow effect. Alors là, pour ces fonctionnalités, ça va être par exemple le Wi-Fi. Il y a quelques années, quand j'ai pris pour la première fois un avion dans lequel il y avait du Wi-Fi, et je pouvais checker mes mails en plein vol, et j'ai trouvé ça génial, et j'ai fait waouh. S'il n'y avait pas eu de Wi-Fi, j'aurais été juste normal, parce que je ne m'attendais pas particulièrement à avoir du Wi-Fi. Alors là, il se passe un truc qui est assez intéressant, c'est que le temps joue contre nous. Et il se passe que ce qui est aujourd'hui un waouh, une innovation de rupture, sera demain une commodité. Et ça marche absolument sur tout. Et c'est pas nouveau, ça a 30 ans. Enfin, ça n'a pas 30 ans, mais ça a été théorisé il y a une trentaine d'années. Ce qui est nouveau, en revanche, c'est que ça va de plus en plus vite. Il y a une accélération de la commoditisation. Les produits sont de plus en plus complexes. Il y a besoin de plus en plus d'embarquer des briques de connaissances, des briques de technologie qui pouvaient être historiquement en dehors du core business de l'entreprise. Et il y a une autre chose qui est aussi intéressante, c'est qu'il y a une tendance à la servicisation. Je pense que Jean-Christophe et Christophe en parleront tout à l'heure. Le directeur Inno d'Airbus m'a dit « Demain, on ne va plus vendre des avions, on va vendre l'expérience Airbus ». Bon, en fait, ils vont continuer à vendre l'avion qui est en dessous, mais ce que ça veut dire par là, ce qu'il voulait dire, c'est que en plus de l'avion, il y aura des services pour vous, pour moi, pour le passager, mais il y aura aussi des services pour les aéroports et pour les compagnies aériennes, de la maintenance prédictive et tout un tas de trucs. Voilà. Donc, second phénomène un peu marquant, accélération de la commoditisation. Troisième, c'est la digitalisation. Donc ça, je pense que c'est les barbares du numérique. C'est le tsunami qui nous vient des pure players du numérique. Je pense que là, je ne vous apprends rien, je vais passer assez rapidement. Mais il y a tout un tas d'acteurs qui nous viennent du numérique, qui prennent tous les secteurs industriels, les uns après les autres, ils regardent où on fait des marges, et ils se mettent entre l'acteur historique
et le client final, l'utilisateur final. Il capture la relation client et au passage, il capture les marges. Donc, Apple a changé la façon dont vous achetez de la musique. Quelques années après, Deezer a à nouveau changé les règles. Uber, Airbnb, etc. Tous ces acteurs ont changé la façon dont on faisait des choses et ont impacté des business historiques. Aujourd'hui, c'est la banque, c'est l'assurance, c'est les gens de l'énergie. Enfin, c'est la panique dans pas mal d'états-majors à cause de ces gens du numérique qui vont très vite, qui ont des habitudes auxquelles les acteurs historiques ne connaissent pas, enfin, n'ont pas la même culture et la même flexibilité. Donc voilà. Donc 3 tendances. Je résume. Première tendance, inflation et fragmentation des connaissances. Donc ça mène à ce qu'on appelle l'open innovation. Deuxième tendance, l'accélération de la commoditisation, qui fait que les produits sont des choses qui embarquent de plus en plus de complexité, de plus en plus de connaissances, avec ce twist qui est cette tendance à la servicisation qu'on retrouve, enfin qu'on a vraiment vu dans pas mal de secteurs industriels. Et puis, troisième tendance, l'impact du numérique. Pour ceux qui prennent des photos, il n'y a aucun souci, mais les slides seront disponibles sur mon LinkedIn, donc ce sera de meilleure qualité. Les petites pubs au passage. Le numérique, en fait, est un peu un accélérateur, vient exacerber les 2 premières tendances dont j'ai parlé. Et tout ça, ça fait que pour les entreprises, et en particulier pour les grandes entreprises, il faut assembler des briques de connaissances qui peuvent être de plus en plus éloignées du core business historique, et il faut le faire de plus en plus vite. Et là, ça pose des questions, et notamment au sujet de ce qu'on a décidé d'appeler dans le livre l'Innovation Intelligence. J'en reparlerai un petit peu tout à l'heure. Seconde partie. Qui est encore en vie ? Bon, personne, c'est rassurant. Ah bon ? J'ai l'impression de parler vite. Alors, deuxième partie, c'est... donc, on nous a dit, bon, là, il y a ces trucs qui changent dans les boîtes, et nous, ce qui nous intéresse, c'est, bon, bah, alors, qu'est-ce que vous faites ? Alors, là, j'ai mis un petit graphe. Le premier phénomène marquant, je vais revenir sur trois choses un petit peu marquantes qu'on a vues dans les différentes entreprises. Alors, j'insiste encore une fois, c'est de l'ultra-simplification, c'est très schématique. Mais première chose, c'est l'apparition de ce qu'on appelle le Chief Innovation Officer. Alors, le Chief Innovation Officer, le directeur innovation, on en a entendu parler, surtout depuis 4-5 ans. Dans la littérature, c'est un terme qu'on retrouve jusqu'en 1998. Avant, aucune trace. Donc ça a quand même quelques années, mais si on fait un petit Google Trend du terme Chief Innovation Officer, il y a vraiment une accélération à partir de 2010. Alors ce qui est intéressant, c'est pas tellement l'apparition de cette chose-là, mais c'est la transformation de cette fonction. C'est une fonction qui est encore un peu dans l'enfance, qui est en train de se définir dans les entreprises. Alors, j'ai représenté 2 entreprises, ici le groupe SEB, je laisserai Jean-Christophe commenter tout à l'heure. Il ne s'agit pas de comparer Airbus et SEB, hein, ce n'est pas le propos, mais c'est plutôt de montrer 2 tendances. Qu'est-ce qu'il y a ? J'ai commis une erreur ? Non, c'est pareil. OK. Donc, première chose, la direction innovation, par exemple, si je prends le cas d'Airbus, quand c'est apparu en 2010, c'était une petite cellule qui était planquée au fin fond de l'organisation. Il y avait 3 ou 4 étages entre la direction générale et puis la cellule innovation. Et c'était rattaché à la R&D, donc aux technologies. Aujourd'hui, le Chief Innovation Officer, le directeur innovation, est rattaché directement à la direction, au comité exécutif. Donc, c'est plus le même bonhomme. Et par ailleurs, il chapeaute un ensemble de fonctions et pas uniquement la technologie. La finance, les ressources humaines, bien sûr les technologies et d'autres choses. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une tendance vraiment générale qu'on a observée dans toutes les boîtes, alors elles ne sont pas toutes au même degré de maturité naturellement, de renforcement de la fonction innovation et de transversalisation de cette fonction. Voilà, donc premier phénomène marquant. Le deuxième, c'est ce qu'on a décidé d'appeler les Innovation Labs.
Alors les Innovation Labs, c'est un autre truc qui est un petit peu à la mode, mais qui a une véritable... Enfin, il y a une réalité sous-jacente. Alors, j'ai mis quelques logos ici. Air Liquide a le iLab, Pernod Ricard a le Big, Unibail-Rodamco a le UR Lab, etc. etc. Donc, ce sont des petites structures qui sont en général beaucoup plus transversales et qui vont explorer des nouveaux territoires, et donc qui s'intéressent à l'innovation de rupture sans interférer, sans créer d'interférence avec le business as usual. Et donc dans ces structures, on s'autorise à penser la mort du business tel qu'il est aujourd'hui, ce qui serait très très difficile à faire dans le reste de l'organisation. Je ne rentre pas dans les détails, faute de temps, c'est très intéressant. Pour la suite, je ne sais pas, il faudra m'inviter à une autre conf ou acheter le livre. À prix spécial pour les mardis de l'innovation. Troisième phénomène un petit peu marquant, et qui est aussi le titre du bouquin, c'est cette notion d'innovation intelligence. Et ça, c'est le truc qui nous a au final intéressé le plus, parce que c'est vraiment le caillou dans la chaussure dans pas mal de boîtes. Alors, pas encore, mais en tout cas, les boîtes qui sont les plus en avance, c'est ce qui nous a paru... il y a des balbutiements, et on est en train de se dire c'est compliqué. Je m'explique. L'innovation, ça repose sur trois choses. Marc parlait du design thinking tout à l'heure. Les trois piliers du design thinking, c'est 1, human values, donc l'utilisateur, 2, business et business model, et 3, les technologies. Donc il y a vraiment ces trois choses. Et on est en train de comprendre que ces trois choses sont importantes et que quand on veut accéder au meilleur état des connaissances, ce n'est pas uniquement le meilleur état des connaissances technologiques, mais c'est sur ces trois axes. Et aujourd'hui, tous les grands groupes, ils ont leur département qui va faire des études de marché, ils ont tous leur Technology Watch, etc. Mais ces équipes sont dans les silos de l'entreprise, ne sont pas coordonnées et ne sont pas au service de l'innovation, et en particulier de l'innovation de rupture. Et il y a un challenge pour aller collecter de l'information à 360 degrés sur les trois axes que je viens de mentionner, et aussi à le faire en temps réel, et surtout, et aussi en collectant de l'information du marché en temps réel. Je mets un drone sur le marché, très rapidement, je veux savoir comment les gens l'utilisent. Je mets une cocotte minute connectée sur le marché, très rapidement, je veux savoir ce que les gens en font pour proposer de nouveaux services plus tard, de nouveaux usages. Voilà. Donc, je résume cette partie. Je ne sais pas combien de temps j'en suis, du point de vue du temps. J'ai peut-être un peu dérivé. Donc, résumé de ma seconde partie. Apparition du Chief Innovation Officer, renforcement de la fonction et transversalisation de la fonction. Apparition un peu du bras armé du Chief Innovation Officer qui va explorer des nouveaux territoires, l'Innovation Lab. Et puis 3, apparition de cette nouvelle fonction qui consiste à aller chercher de l'information et de l'analyser à 360 degrés sur les différents axes que je mentionnais tout à l'heure. Et ça, c'est vraiment en train de se restructurer. Les boîtes essaient de mettre en place des processus. Il y a des petites boîtes comme la nôtre, comme celle de Pascal qui interviendra tout à l'heure, et tout un tas d'autres boîtes qui essaient d'apporter des éléments. Et c'est d'ailleurs de ça dont je vais parler dans ma dernière partie, que je vais essayer de faire courte. Alors, les outils. Dans cette partie, les grands groupes font tout un tas de choses. Je ne vais pas parler de ce qu'ils font. Je vais laisser Christophe et Jean-Christophe en parler tout à l'heure. Ils le feront mieux que moi. Je vais me focaliser plutôt sur quelles sont les petites boîtes qui apparaissent à droite, à gauche et qui peuvent contribuer à cette notion d'innovation intelligence. Alors, c'est pareil, on a interviewé pas mal de gens dans pas mal de petites boîtes aussi. Et on a essayé de faire une classification qui est peut-être un petit peu artificielle. Donc déjà, il y a tout ce qui tourne autour des plateformes de crowdsourcing, les plateformes d'open innovation, etc. Donc là, on va retrouver des acteurs historiques comme Nine Sigma, Innocentive, des acteurs plus récents comme Présence. Il y en a plein d'autres, je ne les ai pas tous mis. J'ai mis les mieux. Ensuite, il y a les plateformes d'experts.
et de micro-consulting. Alors GLG, c'est une boîte dont on n'entend pas forcément parler dans le monde de l'innovation, mais c'est une boîte qui fait 500 millions de chiffres d'affaires quand même, et qui depuis 10 ans propose une plateforme où on a accès à des experts. Donc ça marche bien. Et aujourd'hui, ils ne sont pas particulièrement sur le créneau de l'innovation. Ensuite, il y a des acteurs un petit peu plus récents, comme Maven, Clarity, qui sont un peu la nouvelle génération, Web 2.0, etc., mais qui sont en train de prendre un momentum assez considérable. J'y reviendrai tout à l'heure. Ensuite, ça peut être un peu surprenant, mais on a aussi les réseaux sociaux d'entreprise. Dans l'Innovation Intelligence, il y a deux choses. C'est comment accéder au meilleur état des connaissances, mais c'est aussi comment accéder aux meilleurs talents, aux meilleurs experts. Et donc, les réseaux sociaux d'entreprise ont un rôle à jouer là-dedans. Je vais revenir là-dessus. On a les logiciels d'innovation avec des boîtes comme Innova, qui est une boîte de Lyon qui fonctionne très bien. Et puis enfin, on a la dernière catégorie que j'ai appelée ici data archiving et data mining, avec des sociétés comme celle de Pascal qui intervient tout à l'heure, donc comme Expernova, donc là qui cherche à collecter de l'information et à la traiter de manière automatique, à faire émerger de la connaissance de ce magma de data. Voilà. Donc bon, un petit panorama très rapide. Je vais parler de deux tendances qu'on observe qui sont en train d'apparaître parmi ces acteurs. La première tendance que je trouve un peu intéressante, il semble qu'il y a une sorte de convergence entre des acteurs qui n'avaient a priori pas grand-chose à voir. Alors, les réseaux sociaux d'entreprise, j'ai interviewé Dan Serfati, qui est le fondateur et le dirigeant de Viadeo, et qui m'a expliqué que quand les réseaux sociaux d'entreprise sont apparus, la proposition de valeur, que ce soit en B2C, c'est-à-dire pour vous et moi, c'est on vous aide, on est réseau social, on vous aide à gérer votre réseau. Et puis l'offre B2B, donc pour les entreprises, on vous aide à avoir accès à un pool de personnes à recruter, donc pour de l'embauche. Et cette offre, aujourd'hui, parmi les réseaux sociaux, ils l'ont tous. Donc cette offre a été commoditisée. Le professeur Cano a encore frappé. Et donc aujourd'hui, il y a une tendance vers d'autres services. Et je vais m'attarder juste sur la partie B2C. Aujourd'hui, la fameuse génération Y, les jeunes, ont tendance à ce qu'on appelle slasher, à changer de job très rapidement, puis à cumuler différentes casquettes. Je suis chef d'entreprise, chercheur et magicien, donc slash. Et ils ont besoin d'outils pour les aider à s'orienter dans leur carrière. Ils vont très très vite. Et donc, les réseaux sociaux sont en train de mettre en place des outils qui leur permettent de faciliter leur activité de slashing. Et donc, si on pousse ça à l'extrême, on peut se dire, mais alors demain, les réseaux sociaux vont me permettre... vont me permettre d'aller recruter, non plus, enfin pas recruter au sens embaucher, mais accéder à des talents pour des projets qui vont être beaucoup plus courts, pour des projets de micro-consulting. Et donc, les gros acteurs des réseaux sociaux d'entreprise, me semble, vont se déplacer vers les plateformes d'experts. Ça, c'est le premier mouvement qui est en train de se dessiner. Alors, je fais un petit peu la boule de cristal, Madame Soleil, mais bon, il semblerait que c'est en train de se passer. Autre chose, alors, ces deux premiers acteurs dont j'ai parlé, type d'acteurs, ne sont pas en particulier sur l'innovation. Les gens d'innovation, ils sont là. Mais ces acteurs en bas sont des boîtes qui sont beaucoup plus grosses que les plateformes d'open innovation, etc. Et je n'exclus pas, et il me semble que ça peut tout à fait se produire, qu'il va y avoir aussi une convergence, une spécialisation de certains de ces acteurs pour donner accès à des talents pour l'innovation. Voilà, donc ça c'est le premier phénomène, j'espère que c'était compréhensible. Deuxième phénomène, il y a une consolidation qui est en train de se passer entre ces petits acteurs. Alors j'ai mis quelques logos ici. Ça va être ces petits acteurs de l'innovation qui se regroupent entre eux. Il y a quelques années, Innova et Verticali ont fait une fusion. Il y a des acteurs historiques, par exemple les gens de l'édition, Elsevier, qui rachètent. Elsevier donc, publie des publications scientifiques, et éditeur de publications scientifiques, et il cherche des leviers de croissance vers on a toutes ces publications scientifiques, qu'est-ce qu'on peut en faire? Et donc, ils rachètent des boîtes qui font du data mining, qui essaient un petit peu de donner du sens à toute cette masse d'informations qu'ils ont.
Ensuite, il y a les gens du conseil. Les boîtes de conseil, qui sont des grands utilisateurs de plateformes d'expertise. Et rappelez-vous ce que je disais tout à l'heure, les acteurs du numérique attaquent tous les secteurs industriels les uns après les autres. Et je pense que les gens du conseil ne sont pas à exclure et se feront attaquer par les gens du numérique. Et je pense qu'il va se passer des choses entre les gens du conseil et puis ces petites boîtes qui donnent accès aux experts. Je suis quasiment à la fin de ma présentation. J'espère que vous tenez le coup. Donc, il y a tout un tas d'outils qui apparaissent, à la fois pour donner accès au meilleur état des connaissances, à la synthèse du meilleur état des connaissances, mais aussi pour donner accès aux meilleurs talents, aux experts qui viennent apporter un regard, donner une opinion pour l'innovation. Et moi, la question que j'aime bien me poser, c'est est-ce qu'on peut imaginer demain un Uber des connaissances ou un Airbnb des talents? Alors, la vérité, c'est qu'aujourd'hui, personne n'a la solution. Il y a des boîtes qui cherchent depuis 10 ou 15 ans, des petites boîtes un peu comme nous. Alors les premières qui proposaient une plateforme où on est solveur, on s'inscrit, un jour on est contacté pour résoudre un problème d'innovation. C'est quelque chose qui fonctionne mais qui a certaines limites, parce qu'on ne peut pas avoir la planète entière qui s'inscrit. Les plateformes un petit peu plus récentes qui vont chercher des experts automatiquement, comme ce que fait Expernova ou ce qu'on peut faire nous et ce que font d'autres, ça fonctionne, mais on est sur du tout automatique. Alors nous, ce qu'on a essayé d'apporter chez Présence, c'est d'introduire, et j'en avais parlé il y a 2 ans, au Mardi de l'Innovation, d'introduire un fellow. Alors le fellow, c'est quelqu'un qui a beaucoup de bouteilles dans l'industrie, qui a beaucoup roulé sa bosse dans l'innovation, et qui fait le lien entre les entreprises et les experts qu'on cherche à mobiliser. Donc il y a énormément de valeur ajoutée. Le problème majeur, c'est que c'est des business qui ne sont pas scalables. Nous, aujourd'hui, ça fonctionne bien, pas mal de valeur, mais ce n'est pas scalable. Donc voilà. Donc j'en arrive à la conclusion de cette partie-là sur les acteurs. Il y a à la fois les corporates qui cherchent des façons d'accéder au meilleur état des connaissances sur les 3 axes sur lesquels repose l'innovation. Il y a à la fois des petites boîtes, enfin des boîtes de taille plus réduite, qui essaient d'apporter des outils pour accéder aux talents et aux connaissances. Mais aujourd'hui, on est vraiment au balbutiement. Alors, malgré ce qu'a pu me raconter Jean Botti, le directeur R&D d'Airbus, en concluant notre entretien, il m'a dit « Aujourd'hui, la machine est devenue plus intelligente que l'homme ». Et il a commencé à me parler de Watson, qui est le programme développé par IBM, et qui a battu à plate couture les meilleurs joueurs du Jeopardy. Donc, qui est un jeu en langage naturel, etc. Bon, peut-être que la machine est en train de devenir plus intelligente, mais en tout cas, pour ce qui est d'alimenter l'innovation, bon, je ne suis pas sûr qu'on y soit encore, je ne sais pas si on y sera demain, mais des choses sont en train de se mettre en place. J'aurai terminé dans à peu près 1 minute 30. C'est la conclusion. Donc, s'il y avait vraiment 3 messages à retenir sur ce que j'ai pu dire. 1, c'est l'accélération de la commoditisation. Ça, vraiment tout le monde me l'a raconté. Commoditisation à la fois des connaissances, mais aussi des produits, et y compris des produits les plus complexes. 2e, c'est l'apparition de cette activité d'intelligence, au sens anglo-saxon du terme, au service de l'innovation. Et la 3e chose, c'est que les outils, aujourd'hui, ne sont pas encore là, mais que beaucoup de gens y travaillent et que c'est juste une question de temps. Voilà, j'en ai terminé. Donc je vous remercie.